Bonjour à tous. Est-ce que vous nous entendez bien? Très bien, merci beaucoup. Alors, on va juste patienter peut-être 2 minutes, le temps de laisser à tous les participants le temps de se connecter, et ensuite on va démarrer. Bonjour à ceux qui viennent de rejoindre. On attend encore une petite minute et on démarre. Bon, on va vous proposer de démarrer. Les derniers participants pourront se joindre sur les premières minutes, mais nous, on va essayer de rester dans les temps. Donc, bienvenue à notre webinaire qui porte sur GA4 et BigQuery, avec une grande question qui est comment correctement exploiter ces deux outils dans une optique de révéler le potentiel de cette donnée qu'on collecte sur nos sites et nos applications. Ce webinaire, il est co-animé avec Google. Donc, il y a Pierre-Marie Gomendy qui est avec nous aujourd'hui. Si tu veux te présenter rapidement. Ouais, bonjour à tous. Pierre-Marie Gomendy, moi je suis en charge de la commercialisation de la suite GMP, Google Marketing Platform, en France, donc incluant Google Analytics 4. Et donc je travaille de manière très rapprochée avec tous nos partenaires certifiés et revendeurs sur les solutions GMP, dont Analytics, dont fait partie Converteo. Exactement. Donc pour ma part, François Dosbain, je suis chez Converteo depuis maintenant bientôt 5 ans. Maintenant, j'opère en tant que manager dans la practice Analytics et Conversion. Donc on a pensé ce webinaire pour répondre un peu à plusieurs objectifs que se posent nos clients ou que se posent les acteurs du marché. Donc ces objectifs, et c'est ceux qu'on va couvrir aujourd'hui, c'est de revenir un peu sur déjà le lancement de GA4 et les étapes clés, mais aussi les quelques grands messages à revenir sur la promesse de cette nouvelle version de GA. Et surtout de se concentrer sur l'intérêt que va représenter BigQuery, donc sa place un peu dans votre stack Analytics et tous les cas d'usage que vous allez pouvoir lancer grâce à vos données GA4 et grâce aux exports qui sont mis à disposition. Donc, on aura un rapide aperçu des exports et on va aussi se concentrer un peu sur les chantiers que vous devez mener pour, in fine, correctement exploiter et maximiser le potentiel de cette donnée. Donc, évidemment, on a dû faire des choix dans cette présentation parce qu'on n'a que 30 minutes. Donc, on ne pourra pas être complètement exhaustif à la fois sur les avantages, les limites, mais aussi sur les cas d'usage qui sont permis par GA4 et BigQuery. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On a Pierre-Adrien Lair, qui est un des lead analytics chez Converteo, qui pourra vous répondre en temps réel. Et de notre côté, on essaiera de se garder une dizaine de minutes à la fin du webinaire pour répondre aux questions qui resteraient. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, qui est BigQuery à proprement parler, c'est bien de prendre un petit peu de hauteur sur GA4, de quoi on se parle, pourquoi GA4 et surtout pour quels usages. Donc là, ce qu'on voit, c'est le cheminement depuis 2005 jusqu'à aujourd'hui en 2023 et 2024 sur l'outil Analytics. En fait, Analytics
Universal Analytics, c'était auparavant Urchin, qui était une acquisition de Google en 2005, qui est devenu Google Analytics et qu'on connaît en 2007, et qui est devenu Universal Analytics, la version actuelle qui est en train d'être dépréciée depuis 2012. Sans rentrer dans les détails de chacune des étapes de cette slide, on voit que différentes briques ont été ajoutées à Analytics, notamment la brique App avec Firebase Analytics qui est devenue GA for Firebase en 2017. Et puis, depuis 2018, le lancement de GA4 au début dans une version bêta et à partir de 2020 dans une disponibilité générale pour tous les clients et utilisateurs. Ce qu'on voit aussi en parallèle, c'est qu'entre 2005, 2016, 2012 et au fil de l'eau sont apparues des réglementations, notamment le RGPD, Règlement général de protection des données en Europe, en 2016, qui a vraiment encadré toute la collecte de données dites personnelles dans le sens du RGPD. Ça, c'est pour l'Europe. En 2018 également, CCPA. Et puis tout un tas de réglementations et en tout cas des régulations qui viennent aussi des navigateurs, et notamment Safari, avec ITP 1.0 puis 2.0 en 2018. Puis ATT au niveau des apps en 2021, qui ont apporté des restrictions aux données collectées. Voilà, ITP, c'est symptomatique avec les cookies tiers fortement restreints et aussi les cookies propriétaires avec identifiants publicitaires qui ont été, dont la durée de vie a été fortement raccourcie. Donc, l'environnement dans lequel nos outils d'analyse évolue a fortement changé et c'est pour ça que GA4 est arrivé. Les étapes à venir pour Universal Analytics, c'est au 1er juillet 2024 pour tous les clients Enterprise, donc les clients qui ont la version 360, c'est ce qu'on appelle le sunset de la solution. La solution ne va plus processer de nouveaux hits, de nouvelles données entrantes, et en fait l'interface sera complètement shut down avec suppression des données à cette date-là. Je le souligne parce que c'était un petit peu différent de ce qui s'est passé au 1er juillet 2023 pour tous les utilisateurs de la version standard d'Universal Analytics, qui a été également sunset, mais ça s'est fait sur plusieurs semaines avec un accès encore en read-only à la plateforme et aux API, ce qui sera vraiment pas le cas en 2024. Au 1er juillet 2024, en une semaine, la plateforme va vraiment arrêter de processer des hits et vous n'y aurez plus accès. Donc voilà, ça c'est ce qui arrive et pourquoi on en est là aujourd'hui. GA4 en 3 grands piliers, sans m'appesantir et aller dans le détail. C'est premièrement de la collecte App plus Web. C'était d'ailleurs le premier nom de GA4 en 2018, c'était propriété App plus Web, parce que c'était le premier outil et la première fois qu'on mettait au sein des mêmes instances, des mêmes propriétés, de la donnée App et de la donnée Web, qui offrait en fait une vue holistique du parcours utilisateur et de tous les touchpoints sur les différents canaux et notamment aussi offline. Tout ça dans les mêmes propriétés avec le maximum des déduplications possibles. Le deuxième pilier, c'est de la donnée first party et consentie. Donnée first party égale donnée propriétaire. La donnée que vous collectez via GA4, la mesure passe via un cookie first party déposé au niveau de votre domaine. Donc c'est vraiment votre donnée à vous. Et ça, c'est de la donnée qui est résiliente, parce qu'elle n'est pas à risque, et notamment sur tout ce qui arrive relativement aux cookies servent. C'est pas nouveau, c'était pareil avec Universal Analytics, c'était des cookies first party, pour faire de la web ad dans Universal Analytics. Mais c'est important de dire que GA4 est pensé sur ces structures-là aussi, en allant encore plus loin, puisque le troisième pilier, c'est toute cette partie modélisation et intelligence artificielle, puisque nativement et pour la première fois également sont intégrées dans la plateforme des fonctionnalités qui permettent de modéliser les données qu'on ne peut plus observer. Premièrement, pour des restrictions de navigateurs, comme je vous ai dit un peu plus tôt, avec Safari notamment, qui nous donne des problématiques d'attribution. Donc, on a de la modélisation de conversion qui vont réattribuer plus justement les conversions, et des modélisations comportementales qui vont, elles, arriver pour les données qu'on ne peut plus observer pour des causes de non-consentement, des utilisateurs qui ne consentent pas. Donc, on collecte quand même des signaux sans cookies qui permettent de redresser certaines données dans l'interface. La partie intelligence artificielle vient aussi avec des données de prédiction, des segments prédictifs, des insights automatisés qui arrivent dans la plateforme. Donc ça, c'est les 3 grands piliers de la proposition de valeur de GA. Et tout ça au service de l'analyse produit, de la web ad classique, et bien sûr de nourrir vos outils médias pour pouvoir activer ces données-là pour être efficace dans votre marketing digital. Selon le besoin de chacun des utilisateurs de GA, il y a différentes interfaces de reporting qui correspondent à ça. Donc on a distingué 4 grands types d'interfaces.
Le premier, c'est tout ce qui est rapport standard et custom qui permettent en fait de répondre à des questions assez basiques, assez high level, pour avoir des chiffres en fait sur l'activité de vos sites et de vos apps au quotidien. Ça s'adresse plutôt à des audiences qui peuvent être des audiences C-level comme un CMO, un CDO, Head of Data, ou également à tous les métiers de l'entreprise qui n'ont pas forcément un gros niveau d'expertise sur l'outil, sur GA en général, mais qui ont besoin de visibilité, qui ont besoin de chiffres pour nourrir leur activité et prendre également des décisions. La deuxième partie, c'est le module Explore dans GA4 qui est nouveau et qui permet d'approfondir les analyses, d'aller croiser des métriques et des dimensions de manière plus approfondie, faire des analyses plus custom, plus détaillées. Et ça demande une compréhension un peu plus approfondie de comment fonctionne GA4, donc en étant plutôt web analyste ou être très à l'aise avec les données GA et capable de les interpréter et de croiser les différents scopes de données, par exemple. Ça, c'est tout ce qui est in UI dans l'interface. Et la partie droite, avec l'API Data et BigQuery qui est le focus d'aujourd'hui, l'API, ça permet d'accéder aux données GA à l'extérieur de GA et donc d'exporter les données qu'on voit dans l'interface dans des outils tierces. Là, il faut aussi être à l'aise, bien évidemment, avec les données GA, bien les connaître, bien comprendre comment elles sont structurées et savoir les manipuler en dehors de GA. Et le dernier focus, celui qui nous intéresse, c'est BigQuery, qui là pour le coup permet d'aller beaucoup plus loin, d'exécuter des analyses beaucoup plus avancées sur les données brutes de GA. Donc c'est fondamentalement différent, c'est pas la donnée agrégée qu'on peut avoir dans l'interface, et on requête du coup dans BigQuery la donnée via du SQL. Et donc il faut là avoir un skill set un petit peu différent, plutôt un data analyst, voire un data eng, avec un background analytics, de comprendre vraiment comment est structurée la donnée, le schéma de données. Et donc, voilà, en vrai, un fin niveau d'expertise sur la requête, la manipulation et tout ce qui est jointure de données à plusieurs fins qu'on aura le temps d'expliquer. Donc, très rapidement, vous connaissez probablement tous BigQuery, mais BigQuery, qu'est-ce que c'est? C'est un data warehouse qui est hébergé sur notre Google Cloud Platform qui permet d'exécuter ces requêtes sur un grand ensemble de données. Là, celle dont on se parle, c'est les données GA qui sont reversées dans BigQuery. Et donc, ça vous permet en 4 grands points. Premièrement, d'intégrer toutes les données GA4 brutes. Donc, la collecte de données sur vos sites et apps de manière brute va aller dans BigQuery. Vous pouvez les requêter et vous pouvez ajouter des données propriétaires que vous avez. Je vais pas trop approfondir ça puisque François va en parler derrière. Derrière, vous faites vos analyses avancées, faire des prédictions, créer vos propres modèles custom. Vous pouvez aussi exporter ces données pour les visualiser dans d'autres outils. Et le point qui est important sur lequel on ne reviendra pas, c'est le point numéro 4 par rapport à l'échantillonnage. Dans l'interface GA4, vous pouvez avoir de l'échantillonnage au-delà d'un certain volume de données qui est manipulé. Si la donnée brute dans BigQuery n'est pas échantillonnée, du coup, on n'a pas ces problèmes de cardinalité. Cardinalité étant quand une dimension prend un grand nombre de valeurs différentes, on peut avoir des agrégats et une ligne other qui apparaît. Ça, c'est pas le cas dans BigQuery, c'est important de le souligner. Vous n'avez pas ce problème-là, vous avez accès à toutes les données collectées. Et également la rétention de données qui est définie dans l'interface de GA et qui est limitée à 14 mois, notamment pour la version standard. Ça, vous n'êtes sujet qu'à la rétention de données que vous paramétrez dans les tables BigQ et non pas dans celle de l'interface Analytics. Donc, on s'affranchit de certaines limites que l'interface a. Alors, les exports BigQuery à proprement parler, quels sont-ils et surtout quels sont leurs avantages? Les 3 grands avantages des exports BigQuery, c'est que premièrement, ils sont accessibles à tous. Sous Universal Analytics, il fallait avoir la version 360, payer une licence. Aujourd'hui, quelqu'un qui ne paye pas la licence GA4 a accès à BigQuery. Le linking natif est activé pour ces utilisateurs-là. C'est important, on a rendu du coup de la technologie accessible à beaucoup plus de personnes, là où c'était plus réservé à des entreprises de plus grande taille auparavant. Le deuxième point, c'est que les exports par rapport à Universal Analytics sont plus simples à l'usage. On a un nouveau modèle de données dans GA4 qui est centré autour de l'utilisateur et des événements que font ces utilisateurs. Dans le formatting et le data schéma de BigQuery, ce nouveau modèle de données se ressent et ce qui rend en fait l'extract plus intuitif et plus lisible. Avant, c'était réservé à des gens qui connaissaient extrêmement bien la structure d'Universal Analytics. Aujourd'hui, le format, et François va l'expliquer, est plus lisible et facile à requêter.
Le troisième point aussi, c'est qu'ils sont plus complets. On a 3 types d'exports dans GA4 dans BigQuery. Le premier, c'est un export quotidien des événements. Donc, on parle vraiment de scope événements. Tous les événements qui se passent sur votre site, vos apps, sont exportés et font une table quotidienne en fait de données. Ça existait déjà sur Universal Analytics, mais on a aussi un export de données dites intraday, donc de ce qui se passe au cours d'une journée. Donc ça, c'est le streaming export pour des besoins de plus d'analyse ou de personnalisation en temps réel, puisque là, la donnée arrive directement dans BigQuery en temps réel. Et le troisième qui est nouveau, qui est sorti cette année, c'est tout ce qui est le daily export, mais de données user, qui vous permettent en fait là de centrer l'analyse plus sur l'utilisateur en lui-même et d'avoir en fait quand un utilisateur revient sur votre site ou interagit différemment avec le site, d'updater également de manière quotidienne les tables, les 2 tables qui découlent de cet export-là de tous les jours avec un scope user. Je m'appesantis pas trop là-dessus parce que je vois que le temps passe vite. Ce que je veux souligner, c'est que les fonctionnalités de BigQuery, enfin de l'intégration BigQuery et GA4 sont en fait en évolution constante. Cet export-là, on l'a lancé en 2020 et au fil de l'eau en 2021, 2022 et en 2023, on a ajouté un certain nombre de fonctionnalités clés. Si je dois en citer quelques-unes, premièrement, c'est une des limites pour les utilisateurs standards, c'est que l'export, le daily export d'événements est limité à 1 million d'événements par jour pour les propriétés standards. Il faudra avoir la version 360 pour avoir tous ces événements si vous avez des gros volumes. Ensuite, en début 2023, on a ajouté une colonne Collected Traffic Source qui permet en fait d'avoir un point de données relatif à la source de trafic d'un utilisateur à un instant T. Avant, on avait du traffic source, mais qui était la source d'acquisition de l'utilisateur, la première source d'utilisation de l'utilisateur qui ne changeait pas ensuite. Si l'utilisateur revenait par un autre canal, on gardait son first user source d'acquisition. Là, ce Collected Traffic Sources permet en fait de faire derrière des modèles d'attribution custom, c'est assez nouveau. J'ai cité déjà l'export Daily User Data. Il y a aussi tout ce qui est Item Scoped Dimension qui a été ajouté à BigQ, à l'interface et à BigQ, que vous déclariez ou non dans l'interface. D'ailleurs, ça va dans BigQ, ce qui vous permet de mener des analyses plus détaillées, notamment e-commerce. Voilà. Le sujet là-dessus, c'est que la roadmap est en construction, elle va continuer à être alimentée et des choses vont encore arriver en 2024. Je passe la parole à François pour aller plus en profondeur justement sur les tables en question, comment elles sont structurées et tous les chantiers à mener. Effectivement, merci beaucoup Pierre-Marie. Donc on va commencer par avoir un peu un aperçu de ce à quoi ressemblent les données, ce nouveau schéma de données dans BigQuery. Après, on parlera vraiment des chantiers et des cas d'usage. Donc effectivement, on a vu ces exports beaucoup évoluer, notamment sur l'année 2023. Aujourd'hui, on arrive sur des exports qui sont complets, ou en tout cas qui contiennent tout ce dont on peut avoir besoin, avec des gros manques qui ont été comblés sur les derniers mois, notamment sur les sources de trafic, mais aussi sur les items paraméters, donc anciennement les custom dimensions de scope product. Donc maintenant qu'on a ces exports complets, même s'il peut y avoir des petits sujets, notamment encore une fois sur les sources de trafic, on peut commencer réellement à les exploiter et à se construire un historique exhaustif de sa donnée GA4. Donc là, un aperçu de la table, et ce qu'on veut retenir ici, c'est 2 choses. La première, c'est que on a une table qui, en première lecture, est bien plus simple à prendre en main et à comprendre que ce qu'on avait auparavant avec Universal Analytics, et qui reflète ce nouveau modèle de données qui se veut event-based avant d'être session-based. Et on voit ici, par exemple, qu'on va retrouver les 3 premiers événements d'une session. Donc notre first visit qui indique que l'utilisateur se rend pour la première fois sur notre site, le session start pour signifier que cet utilisateur initie une session, et enfin le premier page view, donc vraiment la première page consultée sur le site. Si on rentre dans le schéma à proprement parler, il y aurait plein de sujets à couvrir et plein de nouveaux thèmes. Ici, on a fait le choix de se concentrer sur 2 aspects. Le premier aspect, c'est les niveaux d'imbrication qui sont dans l'export.
Auparavant, avec Universal Analytics, on avait 3 niveaux parce qu'on avait une ligne qui correspondait à une session. À l'intérieur de cette hit étaient imbriqués les différents hits et sur les hits e-commerce étaient imbriqués les produits. Donc, ça voulait dire que pour accéder aux hits et aux produits, il fallait déjà commencer à ce qu'on appelle unnester les données pour pouvoir y accéder. Aujourd'hui, on n'a plus que 2 niveaux parce qu'on a une ligne par événement et à l'intérieur de ces événements, lorsqu'ils sont e-commerce, on va retrouver des produits qu'on appelle maintenant items. Donc, au final, moins de champs unnestés, moins de champs imbriqués qu'il va falloir transformer avant de les manipuler. Et donc, on va quand même retrouver en fait tout ce qui va correspondre à nos produits et aux paramètres, aux propriétés. Donc, on a les event parameters, les user properties et les item parameters qui viennent remplacer ce qu'on avait auparavant dans nos custom dim GA. Ensuite, deuxième point qu'on voulait passer, c'était sur le stockage des valeurs justement de tous ces paramètres. Parce que on a encore une fois un schéma qui est plus intelligible et plus facilement compréhensible pour une raison notamment qui est qu'auparavant on retrouvait nos custom dim qui étaient stockés avec leur index. Donc, il fallait connaître la correspondance entre un index de custom dim, donc la custom dim numéro 3 ou la numéro 4, et ce qu'elle contient. Alors qu'aujourd'hui, on va retrouver directement le nom du paramètre. Donc, directement en regardant l'export, on sait de quoi il s'agit derrière. Avec tout de même une spécificité sur le stockage des valeurs. Auparavant, toutes les valeurs étaient converties en texte, donc en string par défaut, là où aujourd'hui on va retrouver 4 colonnes qui, en fonction du type détecté du paramètre, va le stocker différemment. Donc une petite spécificité au niveau du requêtage. Donc une fois qu'on a vu un peu ces premières notions sur le schéma et sur l'aperçu des tables, on va pouvoir rentrer dans le concret sur les chantiers que vous devez mener et que nous menons d'ailleurs avec nos clients, puisqu'au final, le slide qu'on est ici en train de présenter est un aperçu de tous les types d'accompagnement que nous sommes capables de faire chez Converteo. Donc, pour arriver à la finalité qui est de correctement exploiter vos données. Et ce, via les différents métiers, du web analyst qui a des compétences SQL et qui est capable d'aller requêter les données, jusqu'au métier vraiment de la donnée avec des analytics engineers, des data engineers ou des data scientists qui vont être amenés à interroger les exports pour en tirer des insights ou pour livrer des cas d'usage. Nous, on identifie 4 chantiers principaux. Le premier, c'est qui est important, c'est que tout part de la collecte. Donc, il y a quelques bonnes pratiques qu'on va partager juste après et qui permettent d'assurer d'avoir un niveau de qualité de données suffisant pour parfois aussi compenser certaines limites des exports ou du modèle tel qu'il est actuellement. Et vraiment maximiser derrière le potentiel des données. Ensuite, évidemment, l'activation du linking avec un prérequis qui est d'avoir créé un projet dans la Google Cloud Platform. Ici, l'activation du linking, on va pas y revenir dans le détail parce qu'elle est extrêmement simple. Il suffit dans sa propriété GA4 de cocher les différents types d'exports qu'on va vouloir ou recevoir et d'indiquer le projet de destination dans BigQuery. Par contre, il va y avoir 2 points très importants là-dessus. Le premier point, c'est que contrairement à Universal Analytics, il n'y a pas de backfill de l'historique qui est prévu lors de l'activation du linking, ce qui fait que vous n'allez pas, au moment de l'activation, récupérer plusieurs mois d'historique comme c'était le cas auparavant. Donc là, la recommandation, c'est vraiment d'activer le plus tôt possible vos linkings, même si aujourd'hui, vous n'avez pas encore de cas d'usage concret qui le nécessiterait. D'autant que les coûts de stockage de ces données dans BigQuery sont quand même relativement limités. On se parle de quelques centaines d'euros à l'année pour les gros comptes GA. Ensuite, deux chantiers qui vont de pair et qui sont extrêmement importants. Le premier, c'est de se poser les bonnes questions en termes de gouvernance. On va y revenir un petit peu, mais il y a des grandes questions sur le modèle de données à adopter et sur la manière dont vous allez
structurer, transformer les données GA4 dans BigQuery pour les mettre à disposition de vos utilisateurs, avec derrière plusieurs points très importants sur des sujets de formation. Parce que ça va être à la fois de donner les bonnes clés de lecture technique à des web analystes qui voudraient faire de l'analyse ou du reporting grâce à BigQuery, mais aussi donner la connaissance fonctionnelle à des data engineers ou des data scientists qui n'ont pas la connaissance métier et qui ont besoin de comprendre le fonctionnement de GA pour correctement utiliser les données. Une fois qu'on a adopté la bonne gouvernance, une étape clé, c'est de cadrer ces cas d'usage, que cela porte sur du reporting, de l'analyse ou de l'activation. Et on va vous donner quelques exemples juste après. Donc, comme je le disais, globalement, cette slide, elle présente l'ensemble de nos accompagnements. Et maintenant, on va rentrer un peu dans le détail des différentes étapes. Donc, si on commence par la collecte, parce que c'est quand même le début de tout projet Analytics, il y a quelques bonnes pratiques que nous, on intègre dans nos missions, dans nos accompagnements et du coup, directement dans nos plans de marquage pour faire en sorte que les données qui sont collectées et stockées dans BigQuery puissent être complètement exploitées. Ici, on vous en présente 3. Le premier point, c'est de limiter le recours aux mesures améliorées qui peuvent être activées directement dans votre interface GA. Dans le cas où vous avez les ressources nécessaires pour implémenter vos événements de manière personnalisée. Et ce, parce que certains des event parameters ou des user properties personnalisés que vous allez créer et intégrer ne vont pas toujours être embarqués dans ces événements qui sont générés automatiquement par la librairie GTAG. Ensuite, il y a d'autres petits manquements des exports qui peuvent être très facilement compensés grâce au plan de marquage. Un premier, c'est il y a quelques rares dimensions qui manquent dans GA4 mais qu'on avait dans Universal Analytics. Ici, on met l'exemple de la résolution d'écran que vous pouvez en fait tout simplement récupérer du côté de votre site ou votre application et de l'envoyer à GA en event parameter. De même, une autre limite, et ceux qui connaissent un petit peu le fonctionnement de l'envoi des events entre votre site ou votre application et GA, il y a ce qu'on appelle des batchs, c'est-à-dire que les événements sont envoyés par groupe plutôt que d'être envoyés de manière unitaire. Et le timestamp, donc vraiment l'heure, les minutes et les secondes qui sont associées à la réalisation de cet événement, n'est pas envoyé directement à GA, mais ce qu'on va recevoir, c'est l'heure à laquelle le batch a été envoyé. Ce qui va faire que ça va bloquer certaines capacités d'analyse si on veut notamment aller de manière assez granulaire, rentrer dans les parcours des utilisateurs et savoir dans quel ordre ils ont réalisé les actions sur le site. Là-dessus, je complète ce que dit François. Ça, c'est une limite bien identifiée sur lesquelles nos équipes produits sont en train de travailler pour pouvoir, au sein d'un batch, ordonner les événements. Donc, on aura des releases à venir dans les prochains mois spécifiquement pour ce besoin-là. Donc, on pourra enlever cette troisième colonne. Exactement. Donc là, pour information, il y a déjà 2 nouvelles colonnes qui sont sorties cette semaine dans les exports et qui concernent justement ces batchs. Et a priori, une 3e qui va arriver début 2024. Donc, une fois qu'on a optimisé sa collecte et qu'on a activé les linkings, parce que c'est justement l'étape sur laquelle on va pas revenir ici, on voulait revenir sur 2 des grandes questions qu'il faut se poser pour mettre à disposition cette donnée à vos utilisateurs. La première, c'est faut-il ou non exploiter directement les données brutes telles qu'elles sont proposées par Google, donc le schéma qu'on a vu juste avant, ou est-ce qu'il faut le transformer? Et la deuxième question, c'est quelles sont les tables agrégées que je veux mettre à disposition des utilisateurs. Donc, si on s'intéresse dans un premier temps aux données granulaires, nous, on remarque qu'il y a chez nos clients 4 grands scénarios de retraitement ou non des données pour en fait concevoir des nouvelles tables de référence GA4. Le choix entre ces différents scénarios, c'est vraiment une logique d'arbitrage avec plusieurs axes, des logiques de coût, donc combien ça va me coûter de stocker mes données si je les transforme, des logiques aussi de ressources pour créer et pour maintenir le nouveau schéma de données si vous décidez de le modifier,
et évidemment une question aussi de facilité d'usage pour vos utilisateurs, parce que comme on l'a vu juste avant, prendre en main des données qui sont imbriquées et nestées, ça demande de monter en compétence sur le SQL, là où on pourrait mettre à disposition des tables plus simples. Donc les 4 grands scénarios. Le premier, c'est le scénario par défaut, qui est de laisser les données telles qu'elles sont fournies par Google parce que c'est optimal en termes de stockage. Ensuite, il y a 2 scénarios intermédiaires qui consistent à transformer le schéma pour en simplifier l'utilisation. Une première approche que nous, on a appelée enhance, donc c'est vraiment améliorer le schéma à la marge pour faciliter certaines des requêtes. Par exemple, il y a certains des paramètres ou certaines dimensions natives et absolument incontournables, comme le GA Session ID, qui sont pas directement disponibles en colonne, mais qu'il faut aller chercher à chaque fois dans les event parameters. Et donc, plutôt que d'aller le chercher à chaque fois dans les event parameters, on peut le remonter directement en colonne pour qu'il soit directement accessible. Et si on pousse cette logique, on peut aller jusqu'à ce qu'on appelle une table flatten, où là, l'idée, c'est de complètement simplifier la prise en main, de plus avoir les différents niveaux d'imbrication, de plus avoir besoin de recourir à la fonction unnest pour accéder aux différents niveaux, et en fait d'avoir une table classique où on aurait directement en colonne toutes les dimensions personnalisées, que ce soit les event parameters ou les user properties. Mais évidemment, ça vient avec des logiques ça vient avec différentes contraintes parce que ça va coûter plus cher à stocker. Et il faut aussi avoir la ressource qui va créer cette table et qui va la maintenir. Parce que si dans votre plan de marquage, vous ajoutez de nouveaux event parameters, il va falloir revoir le schéma et créer de nouvelles colonnes. Donc, ça peut être un petit peu lourd à implémenter et à maintenir. La dernière logique, et qui est pas la plus commune, mais qui peut être cohérente, c'est d'adopter un modèle relationnel. Donc, de venir complètement exploser le schéma natif en créant plusieurs tables. Ce qu'on voit souvent, c'est de créer une table user, une table event et une table produit. Donc ça va permettre en fonction des analyses, de se concentrer que sur certains paramètres de données et au besoin de venir join ces différentes tables pour des analyses plus complexes. Donc une fois que vous avez trouvé le modèle de données adapté à vos besoins pour ce qui est des données granulaires, il y a les données agrégées. Et donc là, on se concentre sur un exemple parce que évidemment les tables que vous allez créer vont dépendre de vos cas d'usage, mais il y a un cas d'usage qui est commun à tous. C'est l'historisation des KPI Analytics entre UA et GA4. Et là, ce qu'on a fait chez plusieurs de nos clients, c'est de calculer dans une même table tous les principaux indicateurs qui sont essentiels et incontournables, notamment pour créer des dashboards analytics, donc sur des sessions, des users, des notions de qualité de trafic, mais aussi toute la partie e-commerce. Et ces tableaux-là vont permettre à court terme de comparer les données UA et les données GA4, et à moyen terme d'assurer la bascule entre un historique de données UA que vous avez déjà collecté et vos nouvelles données GA4. Donc justement, en parlant de ces cas d'usage qu'il faut cadrer, il y a 2 grands besoins métiers. Le premier, c'est une logique de mesure, donc que ce soit pour la performance de vos assets digitaux. Donc, est-ce que mes parcours fonctionnent correctement? Est-ce que les utilisateurs trouvent les informations dont ils ont besoin sur mon site? Mais aussi de la performance de vos leviers d'acquisition, où on peut pousser la logique jusqu'à des notions d'attribution. Et une deuxième grande famille de besoins qui va in fine plutôt s'intéresser à l'activation dans un but d'engager vos prospects et vos clients, soit d'un point de vue média, soit d'un point de vue de l'expérience qui est offerte online. Et là-dessus, le message qu'on veut faire passer, c'est que au final, tous les moyens qui sont déjà à votre disposition via l'interface sont augmentés par l'utilisation de BigQuery et GCP, parce que sur des logiques de reporting and analyse, vous allez pouvoir travailler à l'échelle sur l'ensemble de vos propriétés GA, intégrer d'autres sources de données, par exemple comme vos données CRM, produire derrière des dashboards qui vont être performants et automatisés. Ça permet aussi d'élargir le champ des possibles en termes de visualisation, et je vais revenir sur un exemple juste après, mais aussi de s'ouvrir à des logiques de modélisation, soit directement dans BigQuery, soit par extension avec les autres briques de GCP, sur la segmentation du scoring, de la prédiction, avec aussi
prendre en compte le fait que vous aurez, si vous l'activez et que vous l'implémentez de bout en bout, toutes vos données issues du content mode qui seront aussi dans BigQuery. Et tout ça de manière intégrée, parce que évidemment ces données, vous pouvez derrière les déverser grâce aux API de GCP dans n'importe quel outil de BI. Et donc, si on vient justement vous parler de quelques cas concrets qu'on a pu réaliser chez certains de nos clients. Un premier exemple, c'est un dashboard qu'on a créé pour un de nos clients qui est un acteur de la beauté, qui, grâce à BigQuery, permet de couvrir plus de 20 sites e-commerce dans un même dashboard et sans avoir recours derrière à des blended data qui viennent alourdir et complexifier le calcul des indicateurs. Donc, on garde un dashboard qui est très performant, qui charge rapidement, qui mélange sans aucun souci différents périmètres de données sur des sessions des users et des produits et qui va permettre d'analyser très finement, et c'était l'objet de ce dashboard, l'utilisation des services qui sont proposés sur leur site e-commerce, mais aussi l'impact que ça a derrière sur la conversion, et ce, à un niveau session, mais aussi à un niveau produit. Ensuite, un deuxième exemple, et qui illustre aussi notre capacité à créer et avoir une logique un peu produit chez Converteo, c'est des visualisations de type Sunburst. Donc, ça va notamment parler à ceux qui sont familiers avec Content Square. Donc, c'est une visualisation qui est illustrée ici, qui permet vraiment de rentrer dans les différentes étapes d'un parcours. Et en fait, qu'on a créé sur mesure et qui peuvent être intégrés directement dans Looker Studio. Donc ça permet à n'importe lequel de nos clients d'accéder à ce type de visualisation directement sur la base de ces données GA, avec beaucoup d'éléments qui sont pas paramétrables à la fois sur les niveaux de granularité. Donc, est-ce que je veux que mon parcours soit basé sur des pages, sur des catégories de pages, ou même par exemple sur des hostnames dans le cas d'un environnement de site qui est particulièrement complexe. Et voilà, plein d'éléments qui vont permettre d'avoir différents niveaux de granularité ou différentes clés de lecture dans la compréhension des parcours. Enfin, deux exemples avant de conclure sur des logiques d'activation. Ici, centré autour du scoring, on aurait aussi pu parler de segmentation ou de prédiction. Le premier porte sur le CRM, où ici on va plutôt aller engager les clients de la marque en personnalisant en fait les rubriques qui sont poussées dans les newsletters sur la base de scores d'appétence par thématique. Donc si jamais vous vendez différentes catégories de produits ou vous avez plusieurs univers au sein de votre marque, vous allez pouvoir déterminer utilisateur par utilisateur leur niveau d'appétence et personnaliser les contenus qui leur sont poussés. De même, et là plus sur une approche SIA, et dans une optique d'optimiser ces investissements, aller ajuster les enchères basées sur la probabilité d'achat de vos prospects. Donc, on aurait évidemment pu couvrir d'autres cas d'usage qui sont vraiment le champ des possibles est très large. On va maintenant passer un peu une phase de questions. On vous laisse quelques minutes si jamais vous voulez poser des questions directement dans le chat. Et on voulait aussi revenir avec Pierre-Marie, parce que là, on est resté assez terre à terre sur les capacités déjà connues de BigQuery. Mais il y a plein de nouvelles choses qui arrivent, notamment sur les briques d'intelligence artificielle. Exactement, là-dessus, pendant que vous posez vos questions, c'est là-dessus qu'on finira de notre côté. BigQuery égale GCP, Google Cloud Platform, et donc tout ce que ça veut dire en termes de briques technologiques disponibles dans GCP. Ce à quoi je pense, c'est par exemple BigQuery Machine Learning, c'est par exemple Vertex AI, donc on a en fait plein de cas très avancés liés à l'intelligence artificielle dont on parle beaucoup en ce moment, une fois que votre donnée GA est dans BigQuery. Elle est dans BigQuery et elle peut bénéficier du coup de toutes ces briques techno. Et donc, si vous voulez approfondir ça, nos équipes Google Cloud et aussi les équipes Converteo sont à disposition pour aller beaucoup plus loin encore que ce qu'on vient d'énoncer. Alors, une première question, celle de Léonard, sur est-ce qu'il est prévu dans la roadmap d'ajouter dans le schéma de données de l'export les dimensions des outils CMP, j'imagine que tu voulais dire GMP, Léonard. Alors là-dessus, la réponse est que tout ce qui est relatif à des campagnes, les campagnes ID, campagnes name, etc., est déjà disponible dans des champs BigQuery, notamment dans les nouveaux collecting traffic sources
qu'on a évoqués, et aussi les traffic sources de type first user, comme je l'ai énoncé tout à l'heure. Donc, il n'y a rien de spécifique qui est particulièrement prévu pour ramener des dimensions relatives aux outils GMP, mais en fait, ces données d'attribution et de campagne d'acquisition sont déjà disponibles dans le schéma de données. Donc, ça répond a priori aux besoins. Si c'est une campagne qui a été initiée depuis DV, par exemple, je dis n'importe quoi, et ben ce campagne ID, ce campagne de name est retrouvable dans le schéma de données. Alors effectivement, la grande limite là-dessus, ça va être dans le cas du tracking automatique avec des double click ID ou des Google click ID, ou s'il n'y a pas d'UTM en parallèle de ces paramètres automatiques, il va falloir comparer avec les données de campagne manager ou de DV360 pour remonter jusqu'au nom de la campagne. Donc pour ensuite répondre à Laurence, donc effectivement notre client beauté, là les screenshots qui ont été montrés du dashboard, c'est tout simplement du Looker. Parce que comme on passe par BigQuery, on s'affranchit de certaines des limites de Lookers, notamment sur des temps de chargement lorsqu'on se connecte en direct avec GA, mais aussi sur les capacités à manipuler les données, parce qu'on peut précalculer tous les indicateurs qu'on veut, de la manière dont on veut les calculer dans BigQuery. Donc Looker associé à BigQuery permet d'aller beaucoup plus loin et d'avoir des dashboards plus performants. Après, là-dessus, on n'a pas forcément de parti pris sur un outil en particulier. En général, on va, alors sauf dans des logiques un peu de benchmark et de choix d'outils, s'adapter aux solutions qui sont utilisées par nos clients. Et donc, on est amené à créer des dashboards sur du Qlik, du Tableau, du Power BI, comme sur du Looker Studio. Alors la question de Sébastien sur les notamment tout ce qui est différence entre les interfaces de reporting. Alors la slide 6 qu'on a présentée n'est pas allée dans tout le détail là-dessus, mais il y a un lien juste en bas qui réfère vers de la documentation en ligne et qui expose ces différentes différences entre ce que vous avez dans l'interface, qui est ISO en fait à ce que vous retrouvez dans l'API, et ce que vous avez dans BigQuery, qui pour le coup est différent, comme c'est de la donnée brute granulaire. Vous n'avez pas typiquement toutes les modélisations de conversion ou toutes les modélisations comportementales. Donc voilà, Sébastien, je t'invite à aller consulter cette documentation en ligne assez précise sur les différences entre l'UI, entre API, BigQuery et ce qu'on a en externe aussi avec le Looker Studio typiquement. Parce qu'en effet, ça peut faire partie des difficultés rencontrées par certains clients qui ne retrouvent pas la même donnée partout, mais on a toujours des explications pour ça qui sont 100% liées en fait à la nature de la donnée qu'on regarde. Est-ce qu'elle est agrégée, est-ce qu'elle est granulaire, et voilà. Et là-dessus, j'ajoute aussi que tout ce qui est données dites cookie-less pour des utilisateurs qui ne consentent pas, donc on n'envoie pas de données avec des identifiants personnels quand quelqu'un ne consent pas, mais on a une fonctionnalité qui s'appelle Consent Mode qui peut permettre quand même d'envoyer des signaux sans cookies. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans les exports BigQuery. Vous pouvez derrière, vous, faire votre modélisation basée là-dessus. C'est important de le dire, ça ne surface pas forcément dans l'interface, mais on retrouve de manière brute ces données dans BigQuery. Ensuite, pour répondre à la question de Paul, qu'effectivement le BigQuery ML, en fait, un des grands avantages, c'est d'utiliser la puissance de GCP, mais de manière très simple, directement avec quelques lignes de SQL dans BigQuery. Donc pour ma part, j'ai déjà tourné des modèles plutôt de prédiction. Donc basé sur un historique de données, essayer d'anticiper le trafic, mais également les volumes de transactions à venir. Et en l'occurrence, on arrive, alors en fonction des cas et évidemment des questions de saisonnalité, à coller à la réalité du futur, entre guillemets. Après, à ma connaissance, et en tout cas pour mon expérience personnelle, pas forcément encore d'usage sur l'attribution à proprement parler. Mais ça va venir. Ensuite, pour la question de Sébastien, qui est effectivement un sujet très important. En fait, sur le sujet d'optimisation des coûts par rapport à l'utilisation de BigQuery et Looker.
Il va y avoir deux grandes choses. La première chose, et qui est une bonne pratique absolument fondamentale, c'est de jamais connecter Looker à sa table brute. Parce qu'effectivement, en fait, Looker, pour des soucis d'affichage en fait, va requêter en permanence les données. Donc, à chaque fois que vous allez changer la date, à chaque fois que vous allez utiliser un filtre ou changer de page sur votre dashboard, va aller rechercher la totalité des données GA4 dans BigQuery. Donc, ça va in fine coûter assez cher. Donc, première chose, en fait, il va y avoir plusieurs niveaux. Ce qui est absolument primordial, c'est de créer des tables agrégées. Donc, si vous voulez afficher dans votre dashboard des nombres de sessions, des nombres de users, des nombres d'événements, faire un top de vos pages les plus consultées ou des choses un petit peu plus avancées, créer des tables directement agrégées qui, du coup, vont contenir beaucoup moins de lignes et également beaucoup moins de colonnes et qui vont un peu limiter cet effet de coût. Donc ensuite, effectivement, pour créer ces tables agrégées, il va y avoir deux choses importantes. Il va y avoir bien penser le schéma de ces tables et le niveau de granularité pour avoir des tables les plus légères possibles. Et aussi derrière, savoir optimiser directement ces requêtes SQL pour construire de manière efficace les tables. Je vois qu'on arrive au bout. Alors, on a une dernière question qui vient d'arriver de Sylvain sur l'enrichissement de la donnée météo pour des e-commerce. Alors, en effet, c'est des données qui peuvent être accessibles, toute la donnée météo. Et techniquement, notamment avec tout ce qui est Firestore et ce qui se passe côté server-side GTM, on pourrait embarquer en temps réel de la donnée météo pour des cas d'usage assez avancés de personnalisation et de prédiction en fonction du temps, de développer en production et vraiment effectif là-dessus. Je vais laisser Converteo compléter, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de clients e-commerce qui va aussi loin, en tout cas avec GA, BQ, plus d'autres briques comme Firestorm, comme je viens de le dire. Est-ce que vous avez vu ça chez des clients, François? Je suis pas sûr que ce soit vraiment le cas, mais les outils et les différentes briques le permettent. Donc on pourra approfondir ça, Sylvain, si tu le souhaites. Non, effectivement, c'est pas quelque chose que j'ai pu personnellement faire directement, mais j'ai déjà eu des échanges avec des clients qui se posent surtout des questions sur les sujets de personnalisation. Donc notamment, est-ce que les données qui sont poussées en streaming et du coup en temps réel dans BigQuery me permettent également de personnaliser l'expérience utilisateur en temps réel? Et là, il est tout à fait possible d'imaginer des cas d'usage où on viendrait croiser cette donnée comportementale avec d'autres sources, dont de la donnée par exemple météo, pour changer directement l'expérience. Par contre, ça reste des cas d'usage qui sont très complexes à mettre en œuvre. Et on a encore aujourd'hui, je pense, vraiment très très peu de clients qui sont réellement capables de les déployer. Ensuite, alors n'hésitez pas à nous recontacter a posteriori si jamais on répond pas suffisamment à vos questions. Peut-être dernière question et ensuite on va conclure parce je vois qu'on dépasse déjà un peu le temps imparti. Donc question de Sébastien sur reproduire des segments dans BigQuery. Donc là, c'est vraiment purement une logique SQL. Sébastien, je note votre nom. Je vous enverrai un petit mail avec 2-3 liens qui pourront vous intéresser. Mais c'est vraiment une logique en fonction en agençant différentes fonctions SQL, on peut venir regarder si un utilisateur ou une session remplit un ensemble de critères et donc vraiment reproduire cette logique de segment. Mais je ne vais pas revenir ici dans le détail sur les fonctions SQL qu'on peut utiliser. Merci à tous. On arrive au bout de ce webinaire. On vous enverra l'enregistrement et la présentation. Et n'hésitez pas à revenir vers nous, vers Google et aussi Converteo, pour approfondir tous ces aspects-là et voir comment on peut mettre en place des cas d'usage avancés qui partent de tout ce qu'on a abordé aujourd'hui. Merci à tous et effectivement, on est à votre disposition par mail ou éventuellement sur LinkedIn au besoin. Passez une bonne journée. Merci.